Tout système volant est plus lourd que l'air et dépend des lois physiques. Le planeur vole parce qu'il tombe. Pour imiter ce que fait spontanément l'oiseau, l'homme a développé les plus abstraites de ses facultés. Le remarquable supersonique Concorde s'envole pour la première fois en 1969, grand oiseau blanc qui fend l'air dans la meilleure équation aérodynamique. L'avion de ligne le plus rapide au monde surfe sur la stratosphère sans aucune contrainte à plus de 2 fois la vitesse du son. D'une conception révolutionnaire, il est la plus belle machine volante jamais construite. La forme du Concorde est entièrement soumise à son exceptionnelle fonction et son esthétique fonctionnelle le fait admettre comme objet de design. Avec le règne industriel, l'homme va réaliser le rêve fou d'Icare. Mais il lui faudra des siècles pour quitter la Terre. Après d'incalculables bonds et autant de chutes fatales, les oiseaux mécaniques vont vite prendre possession du ciel. L'industrie aéronautique naît avec la Première Guerre mondiale et entraîne la création des compagnies aériennes. Les embarquements des passagers s'effectuent en plein champ où sont transportés bagages et sacs de courrier. En 1919, l'axe Paris-Londres devient la première ligne internationale. L'aéroplane a modifié pour toujours le temps et déplacé les continents. Il a bouleversé la notion d'espace et de voyage. Au début des années 50, prendre l'avion est synonyme de modernité et d'aventure. Ces privilégiés des premiers vols long courriers préfigurent la jet-set. Les aéroports sont les nouvelles cathédrales et ouvrent les voies du ciel aux métropoles modernes. Aussi, le dimanche, on se presse en famille sur la terrasse du Bourget pour admirer la belle et douce Caravelle, comme disait le général de Gaulle, le premier biréacteur moyen courrier au monde. À la fin des années 50, la vitesse fascine et le rêve absolu est d'aller plus vite que le son. Tous les constructeurs de moyens de transport travaillent à rattraper le temps. Les records s'enchaînent et en 1957, les Britanniques atteignent 2 fois la vitesse du son, soit Mach 2 en mesure aérienne, comme le Mirage français en 1958. Mach 2 va 2 fois plus vite qu'une balle de revolver. L'onde de choc précède l'avion subsonique. Quand le supersonique la dépasse, il traverse le mur du son, ce qui déclenche le fameux double bang. Sud Aviation, futur aérospatial, constructeur français de la Caravelle, élabore, en coopération avec Marcel Dassault, l'homme des mirages, le premier avion supersonique civil, la Super Caravelle, future Concorde. En même temps, British Aircraft Corporation travaille sur le Bristol 233 avec les mêmes ambitions. La forme du supersonique est totalement issue des longues analyses en soufflerie et des multiples expérimentations menées par d'éminents théoriciens, dont ceux de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérodynamique. Les entreprises françaises et britanniques établissent toutes le même constat. La formule aérodynamique idéale est l'aile delta. La lettre grecque donne sa forme et son nom à cette aile en triangle,
à flèches prononcées, aussi fines que possible, avec un dessin de contour dit gothique, qui permet grande vitesse et grande lenteur. L'aile du Concorde stocke le carburant, lest mobile qui contribue à la stabilité de l'avion en se déplaçant de l'avant à l'arrière. Il sert aussi de réfrigérant au fuselage. En 1962, la France et l'Angleterre engagent leurs gouvernements respectifs pour la construction en série du supersonique à Toulouse et à Bristol. Les gens ignorent que pour la première fois, on a décidé de construire un avion à l'échelle d'un continent. C'est quelque chose de considérable. L'ensemble des pièces ont circulé par bateau, par camion. Et dès 1963-1964, des milliers d'entreprises, à la fois en France et en Grande-Bretagne, se sont attaquées au problème de construire des choses exceptionnelles. Le premier homme d'État qui ait prononcé le mot Concorde, c'est le général de Gaulle, au cours d'une conférence de presse qui a suivi de peu l'accord. Les industries européennes veulent manifester leur renaissance et inventent une technologie alliant légèreté à résistance. Comme pour une architecture, de nouveaux matériaux sont employés à grande échelle. Usinage d'aluminium, téflon, titane, carbone, réfractaire et composite. Tous ces matériaux, parce qu'ils sont résistants et légers, envahiront notre espace domestique. En raccourci, disons que les Français s'occupent des ailes, du corps et des pattes, et les Anglais de la tête et de la queue. Cette aventure industrielle a donné naissance à l'un des plus grands constructeurs au monde, Airbus Industrie. Pour son incomparable pénétration de l'air, le Concorde est doté d'un nez antenne de 7,50 mètres. Ce long nez bourré de capteurs bascule pour augmenter le champ de vision dans les phases de décollage et d'approche. La visière rétractable protège le pare-brise en croisière. La petite tête du supersonique est révolutionnaire et concentre l'effervescence industrielle de l'époque. Le train d'atterrissage du Concorde, bien plus haut que celui des autres avions, permet d'éviter l'impact des ailes sur le tarmac, l'angle de son décollage étant très aigu. De leur côté, Rolls-Royce et Snecma s'associent pour moderniser le moteur Olympus. Les 4 réacteurs supersoniques d'une puissance de 280 000 chevaux sont encastrés sous la voilure. « 15 minutes suffisent pour se retrouver dans la stratosphère à 18 km de la Terre. À Mach 2, le frottement de l'air chauffe la carlingue à 125 degrés, qui se déforme de 20 cm. Tout est solidaire, mais pas rigide. Après 7 années de construction et 7 années de tests et vérifications, Concorde commence sa carrière commerciale en 1976.
Décoller Concorde, ça a été très certainement, surtout dans mes premiers vols, hein, une grande émotion. Bon, on a l'impression que c'est un petit animal dans ce moment-là parce qu'il a été construit très souple. Son toit est très 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 souple. Et donc pendant le décollage, il ondule légèrement. Et donc vous êtes à la pointe complètement à l'avant. Et vous ressentez ces mouvements très lents. Et puis d'un seul coup, il est en l'air. Et là, il fait tout très vite, très fort. Et sur DC-3, lorsque je voulais faire un virage, je me préparais et je faisais un effort. Déjà, sur Caravelle, c'était une révolution puisque l'avion avait une assistance hydraulique qui donnait beaucoup de souplesse. Sur Concorde, non, ce n'est pas ça du tout. Il suffisait simplement de penser. La beauté de Concorde est quelque chose de... C'est une révélation. J'ai fait un Paris-Lyon en 12 minutes. Vous ne pouvez pas, par rapport à tout ce que j'avais fait avant, mais c'était un véritable bonheur. Donc je veux dire par là que est-ce que ce ne serait pas simplement parce qu'on est bien quand on est dedans et qu'on est heureux? Je crois que c'est ça. La véritable équation de cet avion, c'est qu'à partir du moment où vous le regardez, le moment où vous le touchez, vous êtes conquis. Vous êtes, ça y est, c'est terminé. Vous êtes amoureux. Le premier vol humain s'est empêtré de plumes et de cire, mais la forme était juste. L'imagination est la plus scientifique des facultés, dit Baudelaire, parce qu'elle seule comprend l'analogie universelle. Le mouvement d'évolution des formes peut être brusque ou très lent, rien n'est jamais vraiment nouveau. Mais parfois apparaissent de troublantes similitudes, comme l'os le plus emblématique de l'oiseau, où s'accrochent les muscles des ailes et qui semble ici un vrai Concorde. Comme ces pointes de flèches taillées par des ingénieurs préhistoriques. Les os des oiseaux sont constitués d'une fine couche compacte extérieure rendue rigide par la partie interne cellulaire, pleine d'air. La nature répond par des solutions techniques, matériaux complexes et composites, quand légèreté et résistance mécanique sont nécessaires. Qui d'autre que le français Raymond Loewy, pape du design industriel et incarnation du rêve américain, pouvait concrétiser à bord cette nouvelle conception du voyage? C'est à son agence de Paris, la CEI, Compagnie d'esthétique industrielle, qu'Air France confie la réalisation de la longue cabine effilée du premier Concorde, si étroite qu'elle tient dans un réacteur de Boeing 777. C'est à Michel Buffet, directeur du design transport, qui confiait le cahier des charges. Je comprends les gens d'Air France. En fait, nous, ils nous voulaient parce que mon Loewy était un monsieur qui avait un pied aux États-Unis et un pied en France. Et il avait une parfaite connaissance, et depuis longtemps, des voyages transatlantiques, et même avant l'avion. Hein. Nous étions les seuls à envisager des disciplines très différentes, comme l'image de marque et le packaging, comme le design industriel, comme l'environnement et l'architecture commerciale, comme on appelle maintenant, etc. quoi. Un avion fourni par un constructeur, c'est une coque qui est vide. Chaque compagnie a une émission de desiderata qui est différente. La moindre chose, c'était d'éliminer des kilos, sinon d'éliminer des grammes. Donc en conséquence de quoi, c'était de trouver des matériaux, des formes qui soient les moins lourdes possibles. Airbus sortait des limbes, Boeing, Douglas et autres compagnies existaient depuis longtemps, et pratiquement toutes les fournitures aéronautiques étaient fabriquées aux États-Unis. Donc, même pour Concorde, nous sommes allés aux États-Unis en ce qui concerne tous les matériaux de revêtement. Donc les Américains offraient un siège qui pesait 25 kg à la place. 25 kg à la place, c'était resté à terre, ça n'aurait jamais décollé. Donc on a réussi à faire un siège qui s'est éloigné de ça, et voilà ce que ça donne dans l'avion, par exemple. La première chose,
pour laquelle nous avons été engagés, c'était l'aménagement intérieur de deux cabines, parce que l'avion est scindé en deux. Le siège est pratiquement la chose la plus singulière de cet avion, qui est un tout petit tube, où pratiquement il n'y a rien d'autre. Vous avez des tout petits hublots, vous volez à 18 000 mètres, il n'y a rien à voir, sinon un splendide bleu, c'est magnifique. Qu'est-ce que voit un passager qui est assis dans son siège? C'est le dos du précédent. Alors le dos du précédent, on a essayé d'y penser en proposant une tablette qui se coupe en deux afin d'avoir un peu plus de place et de proposer au niveau haut du siège un ensemble d'aménités derrière une trappe qui s'ouvrait, qui comprenait les consignes de sécurité, ce qui n'était pas une mauvaise idée, on avait ça vraiment à disposition, un miroir de courtoisie, et puis là, un petit empochement dans lequel on trouvait ce que beaucoup de compagnies offrent à ses passagers, et mieux encore. Il m'a semblé qu'il était intéressant d'offrir à ces gens une espèce d'intimité que l'on pouvait trouver au niveau de la tête, où c'est vraiment l'endroit du corps où on aime moins entendre les bruits de passage, les bruits de voisinage, enfin, etc. Ce qui m'a fait penser à cela. Et en fait, de vouloir faire un habillage qui passe au-dessus de la tête. Puis, on s'est aperçu que ça prenait beaucoup trop de place et que là, on fermait beaucoup l'espace. L'arrivée dans l'aéroport du passager Concorde, qui faisait également partie de notre package. Et bien évidemment, le premier aéroport, c'était Roissy. Sur le Concorde, le personnel navigant n'est plus en uniforme, mais en robe d'hôtesse dessinée par Nina Ricci. Vu le prix du billet, vu le prestige de l'avion, il est nécessaire de mettre les petits plats dans les grands et d'assurer un service à table comme au restaurant. Nous naviguons dans le superlatif chic avec fine cuisine nationale et grands crus servis à 2 fois la vitesse du son. Les couverts en inox massif, simples dans leur modernité, sont dessinés par la CEI. Mais ce luxe est une vraie charge car il a un poids. 100 repas suppose autant de bouteilles, une montagne de porcelaine, de verres en cristal, de couverts qui pèsent 1300 kilos. Cette charge correspond au poids de 17 passagers et entraîne le supplément de consommation d'une tonne de carburant. Pour les 10 ans du Concorde, la cabine vire au rouge, puis se standardise en jaune et gris. Le Mach-mètre passe au vert. Pierre Gauthier Delahaye, ancien membre de la CEI, est appelé comme second designer. Pour l'anniversaire des 20 ans, André Putman, ambassadrice de l'élégance française, crée une harmonie entre ciel et terre qui se maintiendra jusqu'au dernier vol. Équilibre sobre qui tend, dit la créatrice, à l'état de rêve. Le Mach-mètre prend la couleur du ciel. En quelques secondes, je suis en Espagne, en Afrique,
au Pakistan, à Limoges, en Arménie. Je survole la Suisse. Devant moi, les lavandes du Luberon, Cologne, une lotion de Tahiti, un savon de Marseille, une douceur océane. Puis, vers Épernay, je passe le mur du Sceau. À toute vitesse commence un enchaînement vertigineux. L'Alsace, la Lorraine, Algérie, Chili, Nice, Ceylan, Delhi, Paris enfin, où je me pose en douceur, étourdi et heureux. Les stratèges franco-britanniques veulent contrer une supériorité aérienne américaine. 1969, les États-Unis, en rivalité avec l'Union soviétique, se concentrent depuis une décennie sur la conquête spatiale. Le premier pas sur la Lune coïncide avec le premier vol du Concorde, qui reste une invention aussi majeure que la navette Apollo. Concorde a été conçu pour relier New York à Paris et Londres. Dans les 60s, la France, confrontée à une modernité débridée, lorgne vers l'Amérique. L'anglais, c'est chic. Concorde attire des passagers hors du commun. Chefs d'État, jet-set international, des personnalités très occupées qui veulent arriver avant de partir et éviter le décalage horaire. Mais l'essentiel des voyageurs sont des hommes d'affaires qui veulent gagner du temps. En même temps, sur Terre, la vie suit son cours et certains événements agitent la planète. La guerre du Vietnam déclenche chez la jeunesse américaine une vaste réaction pacifiste qui résonnera différemment en Europe, surtout en France. Les mouvements contestataires font de la musique l'arme première. Les rockstars parcourent le monde et apprécient les embardées supersoniques du Concorde qui vont cependant à leur tour déclencher de vertes contestations. Concorde, unique dans sa forme et sa technologie, est un ovni parmi ses congénères, comme son contemporain, le Boeing 747, qui embarque 5 fois plus de passagers. Ce jumbo jet, haut comme un immeuble de 5 étages, annonce la politique de l'accroissement des transports. L'esthétique de ce géant a plus à voir avec un cétacé qu'avec un oiseau. Le futur de l'aéronautique doit sûrement à ce formidable laboratoire volant que fut Concorde, mais il doit aussi paradoxalement à la polémique soulevée par sa nuisance sonore et sa pollution. Car cette controverse déclencha chez les constructeurs un ample programme de sensibilisation écologique. Concorde a suscité des controverses. Il est un échec économique. Mais le panache de cette machine unique est d'intérêt public. En 25 ans, ce symbole franco-anglais, devenu légende, a réuni les politiques, battu tous les records de tour du monde, s'est transformé en observatoire volant pour suivre les éclipses de la fin du siècle. Le passage de l'an 2000 est fatal pour le supersonique. L'oiseau blanc ne nous fera plus rêver, mais pour le souvenir, ces messieurs les Anglais ont encore tiré les premiers et ont élu le Concorde plus bel objet anglais de design du XXe siècle. Le design touche au mythe. Les ingénieurs franco-anglais du supersonique peuvent être fiers dans leur Concordia et reprendre à leur compte une fameuse maxime, la fonction, quelle belle forme. Dans les prochaines décennies se dessine le grand retour de l'aile volante, créé dans les années 30 et inspiré de la chauve-souris. Avec ses réacteurs pris dans le fuselage,
Cet aéronef allie silence, économie et somptueux design. De nouvelles technologies vont bientôt permettre à ces vastes vaisseaux blancs d'embarquer tout simplement dans l'espace aérien du futur.